Les plus grands tubes, une seule fréquence. Tous les goûts sont réunis sur RTCI. Académix avec Mahdi Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h30 sur le plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 29 août 2025 avec un nouveau rendez-vous Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour du parcours d'architecte, regard croisé sur l'enseignement et la pratique entre défis, passion et perspective. Alors nous allons explorer ce que signifie vraiment l'architecture, son rôle dans nos vies, ainsi que les défis et les opportunités qui concernent nos villes et notre société. Cette rencontre sera aussi l'occasion d'éclairer et d'inspirer les étudiants qui nous écoutent donc en ce moment. Alors pour en discuter, donc j'ai un invité de qualité, un calibre certain. Il s'agit de monsieur Wajdi Charbib, qui est architecte enseignant et chercheur en urbanisme à l'ENO, donc l'École nationale d'architecture et d'urbanisme. Bonsoir monsieur Wajdi Charbib et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonsoir Mahdi, bonsoir Houaïda. Je suis ému et content vraiment d'être parmi vous pour parler d'un sujet qui m'habite, qui me passionne. Donc j'espère que ce serait facile pour moi de parler de ça. C'est sûr. Hein. Alors, pouvez-vous nous dire ce que c'est que l'architecture? Donc, on aimerait bien donc définir ce que c'est et comment. Voilà. Allez-y, je vous cède la parole. Alors, vous m'avez vraiment jeté directement dans le bas. Donc, oui. Alors, l'architecture, il faut dire que ça fait des siècles, même des dizaines de siècles, qu'on essaie de définir ce que c'est. Oui. Depuis toujours, on se demandait comment aussi l'enseigner, comment la communiquer, comment en parler. Pendant les années d'études et les années de formation, mais aussi les années de pratique, j'ai essayé d'avoir un peu ce qu'on a dit là-dessus. Et si vraiment je veux être bref et vous répondre à cette question, je pense que l'architecture, c'est un acte de protection, c'est un acte de création et un acte de construction. J'ai dit acte parce que c'est quelque chose qu'on fait d'une façon consciente, donc c'est vraiment une décision. De protection parce qu'aussi ça répond aux besoins élémentaires de l'être humain qui est avoir un abri, donc c'est vraiment un besoin élémentaire. Donc l'architecture, elle est là comme un acte de protection. Un acte de construction parce qu'aussi c'est quelque chose qui doit être qui part de zéro et qui a pour objectif vraiment d'avoir une structure qui porte après et aussi qui dure. Donc on est en train de construire. Et aussi un acte de création. Création bien sûr parce que c'est un acte innovateur, c'est un acte qui cherche vraiment à s'inspirer de la nature, à l'imiter parfois, à s'en inspirer, à y trouver des solutions pour avoir cette stabilité, pour avoir cette protection. Donc, si on veut même aller plus loin, alors on compare toujours l'architecture ou bien l'architecte à un dieu ou bien un demi-dieu. Et réellement, jusqu'aujourd'hui, on les considère comme des demi-dieux, surtout dans ce qui est création. Donc, c'est vraiment une allégorie ou bien une métaphore qui m'est chère aussi, mais qui développe un grand ego chez les architectes parfois. Mais réellement, il faut toujours être humble parce que on est face à une nature ou bien à une nature qui crée d'une façon qu'on n'arrive pas à décortiquer jusque-là. Mais chaque jour, il y a toujours des surprises dans la nature. Mais réellement, l'acte ou bien l'architecte, depuis la naissance de cette pratique, il n'arrête pas de chercher des solutions dans la nature et dans l'environnement qui l'entoure. D'accord, pour s'inspirer et pour construire des choses qui vont avec. Et pour innover aussi. Oui, pour innover surtout. Pour trouver des solutions. Oui. Très bien. Alors, selon vous, quelles sont les qualités essentielles à développer pour réussir ces études d'architecture?
Bon, les qualités, premièrement, il faut avoir de la patience. Oui, il faut aimer tout d'abord. Vraiment, Ouais. je dirais patience, parce que vraiment, je pense que l'amour pourrait venir après. Oui, après, d'accord. Je pense, dans Oui, ce oui. cas-là. Mais si on l'aime dès le départ, c'est très bien. Mais parfois, on a des idées, quand on commence à faire des études dans l'architecture, on a des idées sur l'architecture qui sont un peu pas vraiment la réalité des études et aussi du métier. Donc, il faut être patient. Vraiment, tout ce que je recommande, c'est avoir, pendant les premières années des études, une patience, une persévérance et vraiment l'amour. Et passionné. Donc, faut avoir la passion L'amour et la passionné. passion, Oui. la passion, en fait, il faut l'avoir dans tout ce C'est qu'on sûr. fait, Oui, oui. pas que dans l'architecture. Alors, il faut avoir de la passion à vivre, ou bien dans le vivre et dans le faire. Tout à fait. Et étudier, alors c'est aussi encore une fois un acte qui est conscient. C'est à main de nous. Peu importe ce qu'on fait, il faut le faire avec passion. Oui. Et bien sûr, la passion accompagnée de la persévérance, puis avec de la patience, parce que les fruits, en fait, on commence à les cueillir quelques années, disons, plus tard. Oui. Au départ, c'est vraiment juste une préparation. Ensuite, alors, on peut être que vraiment ébloui et content de ce qu'on achève à chaque jury et puis ensuite à chaque projet. D'accord, très bien. Alors, comment les étudiants peuvent-ils donc tirer le meilleur parti de leur formation universitaire? Peut-être en synthétisant. En synthétisant tout simplement ce qu'ils savent. Et dans la synthèse, je dis toujours, il y a une phase de recueil. Donc vraiment, on essaie d'être curieux. Oui. On essaie de s'ouvrir sur toutes les disciplines. Surtout quand on a fait des études en architecture, c'est une chance pour s'ouvrir sur toutes les disciplines à chaque projet qui va contenir une fonction, bien une vocation précise dans un contexte précis. Alors, on va s'ouvrir sur ce lieu, sur ce domaine, et on va en faire des études pour le comprendre afin de le programmer, Oui. ensuite de le concevoir. Donc, la synthèse comme esprit, ou bien comme vraiment une sorte de stratégie de travail, c'est quelque chose qui va rester pour plus tard, et vraiment on commence à l'entretenir et aussi à la maintenir, à l'entretenir dès les études, et il faut la maintenir même plus tard. Donc, durant les années d'études, c'est vraiment ce qu'on essaie de prendre avec, c'est cet esprit de synthèse, Oui. cueillir, ensuite prendre l'essentiel pour développer ensuite après, parce que c'est impossible d'avoir en fait 1001 données, donc il faut avoir un moyen, comment regrouper, synthétiser et prendre vraiment l'essentiel. Oui, et ça nécessite aussi une certaine créativité. Donc, quelle place occupe la créativité par rapport à la rigueur scientifique et technique dans les études d'architecture? Alors, Mahdi, franchement, personnellement, je relie toujours la créativité à la sensibilité. Et à chacun de nous, sa sensibilité. Oui, oui. Alors, franchement, pour moi, chaque être humain peut être architecte. Pour moi aussi, chaque être humain est créatif dans ce qu'il est sensible. Donc là où il est sensible. Alors, Oui. vous pouvez, alors, tout ce qu'on produit réellement est une forme de créativité parce que ça part d'un constat, ensuite ça part d'une observation, et puis ça finit par un jet personnel, Oui. un souffle qu'on donne à ce qu'on a trouvé pour faire naître quelque chose, ou bien un objet, ou bien une idée, peu importe ce qu'elle est, ou bien une solution. Donc la place de la créativité, bien sûr, elle en fait partie. Comme on a dit, c'est un acte de création. Donc on doit être curieux, s'ouvrir, puis synthétiser, et ensuite souffler Oui. quelque chose de nous dedans. Et ensuite, alors, tout le reste aussi est important. Donc il n'y a pas que cette créativité qui est vraiment l'élément principal. Alors, il y a plusieurs éléments vraiment qui sont à la même importance, ou bien à la même échelle d'importance pour réussir ses études et aussi le métier de l'architecte. Donc, il y a le côté artistique, hein, c'est très important chez l'architecte. Encore une fois, alors Oui. je vais me référer à ce qu'il y a comme définition dans le monde scientifique, mais aussi dans le monde des arts. Alors, l'architecture est classée parmi les arts, c'est le premier des arts. Oui. Et alors, bien sûr qu'il y a un côté artistique dedans.
reste à définir ce qui est artistique. Je pense que c'est pour une autre émission. Certainement. Alors, en quoi l'enseignement de l'architecture prépare-t-il concrètement à la pratique du métier? Alors, vraiment, ça donne peut-être une certaine discipline. Alors, vraiment, dès la première année, la deuxième année surtout, alors on commence à sentir que, alors là, on est face à quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un processus. Hein. Ah oui. C'est vraiment c'est un vécu qu'on vit petit à petit et dont on prend conscience petit à petit. Alors, l'enseignement, personnellement, en tant qu'enseignant, c'est ce que j'essaie de dire toujours aux étudiants, que vraiment, tout ce que vous vivez dans ces ateliers, donc toute, disons, entre parenthèses, toute cette fatigue que vous sentez, c'est vraiment à l'image du métier plus tard. Donc, les enseignements en architecture en Tunisie, mais aussi, d'après ce que je connais à l'étranger, préparent vraiment l'étudiant en architecture au métier plus tard, qui est un métier, disons, très prenant. Je ne veux pas dire un métier qui est égoïste, parce que certains architectes le disent, mais égoïste dans le sens que vraiment, ça ne te laisse pas faire autre chose. Non, ça te laisse vraiment, ça te permet même de faire plusieurs choses. Il faut juste après avoir une priorité et une certaine hiérarchie. Et vraiment, les études en architecture, c'est plus ou moins à l'image, au niveau du rythme. Au niveau du rythme, c'est à l'image du métier. Ensuite, au niveau des connaissances, alors, comme toutes les études universitaires, ce n'est que vraiment des capsules qu'on communique aux étudiants. C'est à l'étudiant de faire une auto-recherche, à faire un auto-développement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des étudiants qui se développent très rapidement, parce qu'ils ont compris le process universitaire. C'est plutôt ce qui est l'acteur principal, c'est l'étudiant, ce n'est pas l'enseignant. Tout à fait. Donc, il faut vraiment être indépendant dans sa recherche pour aussi être indépendant dans sa critique après et dans son interprétation. Donc, mais pourquoi vous avez dit que c'est fatigant? C'est vraiment fatigant, les études en architecture? Alors, je ne connais pas vraiment un étudiant en architecture qui ne dit pas ça. C'est vrai? Je ne sais pas. J'ai pas connu d'étudiants qui ne se sont pas fatigués. Et cette fatigue, elle est positive, en fait, parce que c'est comme si que vous êtes dans un exercice de sport et que vous essayez de pousser votre corps, à chaque fois pousser un peu les limites, encore plus. D'accord. Et cette fatigue, elle est nécessaire. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas au premier résultat qu'on trouve. Non, il faut chercher d'autres, parce que réellement, à l'architecture, plus vous donnez du travail, ou bien la problématique, plus vous en creusez, plus vous allez en avoir des contraintes qui vont jaillir, mais aussi des opportunités et du potentiel. Et un meilleur résultat. Et un meilleur résultat. Donc, jusqu'à la dernière minute, avant le jury, personnellement, et je connais beaucoup d'autres, on ne s'arrête pas de travailler. D'accord. Donc, on fait des charrettes, on fait des veilles, etc. Et bien sûr que c'est assez fatigant, mais on ne sent pas la fatigue. En ce moment, la fatigue, elle est juste après avoir fini le jury. Et Dieu sait d'où est-ce qu'elle vient, l'énergie pour présenter. À chaque fois, je me dis... Ah non, c'est impossible de présenter ça, je suis tellement fatigué, mais hop, l'énergie, elle est là, on présente et on défend, et puis mais surtout quand on est motivé, et on attend une satisfaction de la part du jury. Oui, la satisfaction, oui, bien sûr, elle est là pour avoir la reconnaissance après tout ce processus. Et la motivation, en fait, elle vient parce qu'il y a quelque chose de soi dans ça. Donc, c'est pas vraiment des théorèmes qu'on a appliqués, non, c'est plutôt une idée personnelle qu'on a essayé de greffer quelque part dans un contexte bien précis. D'accord. Donc, il n'y a pas plus motivant que ça. Et puis aussi, il n'y a pas plus gratifiant que ça s'il y a un retour positif concernant vos idées. Alors, absolument, oui. Il y a la fatigue, mais après, elle part très rapidement, après quelques heures de sommeil, c'est bon. Très bien dit. Alors, quel écart remarquez-vous donc entre ce qu'on apprend à l'université et ce qu'on découvre sur le terrain? En fait, l'écart, si je parle du contexte tunisien, l'écart principal, c'est plutôt la réalité du chantier. Alors, pendant les études, et d'ailleurs, c'est un des points qu'on discute toujours dans des comités pédagogiques pour l'enseignement de l'architecture, c'est l'écart de la réalité du chantier.
Alors, en général, si on a fini les années d'études, on a des stages en fait qu'on fait pendant les années d'études. Mais Oui, c'est des stages obligatoires, j'imagine, oui, non? ce sont des stages obligatoires à la fin du premier cycle et à la deuxième année du deuxième cycle. D'accord. Ce sont des stages de 8 mois, de 8 semaines. Et ensuite, on a un stage professionnel qui dure au moins 8 mois pour avoir son diplôme. Et après, il y a un jury de stage qui valide en fait votre formation, mais aussi votre premier contact avec le monde professionnel et estimer que vous avez les prérequis nécessaires théoriques pendant les 5 ans d'études. Oui. Et aussi, vous avez pu avoir une idée sur le monde professionnel. D'accord. Alors, l'écart qui est très remarquable, c'est surtout cet écart-là entre le chantier Oui. et ce qu'on apprend comme théorie de pathologie, de méthode de construction, de matériaux de construction, etc. On commence en fait à rétrécir un peu cet écart Voilà, exactement. Comment par des initiations. En fait, Oui. c'est surtout alors par des améliorations pédagogiques. Oui. Donc par des visites répétitives sur le chantier, Oui. par vraiment la mise en contexte réel de l'étudiant pendant même les années d'études, par l'invitation aussi des acteurs qui sont dans le domaine de la construction plus tard au sein de l'université. Donc, Oui. l'université, elle s'ouvre un peu sur les autres acteurs qui sont des partenaires plus tard. Donc, c'est bien de les mettre en contact dès le départ avec les étudiants et aussi les étudiants qui sachent de quoi s'agit-il ou bien avec quoi ils vont avoir faire plus tard. Donc, ces écarts-là, on commence petit à petit, vraiment, à mon sens, et je pense qu'on est sur la bonne voie de les rétrécir. Elles vont toujours exister. D'accord. Je pense que, et d'ailleurs, je pense que c'est Mais bien. il faut faire avec. Hein. Il faut faire avec, et je pense aussi que ces écarts, ils font sens, parce qu'après, si on a fini les études, alors il y a plusieurs chemins qu'on va faire après. Oui. Alors, ça sera toujours aussi un écart avec ce qu'on va faire plus tard. Il y a toujours cet Quel chemin écart-là. emprunter? Je pense, ce qui est bien en architecture, c'est qu'on apprend une certaine méthodologie qui peut nous permettre en fait à résoudre des problématiques, disons, en rapport avec un contexte, en rapport avec des données précises. Et en général, si on a cette méthodologie, alors il n'y a pas vraiment de grands soucis après. D'accord. Alors, l'architecture tunisienne a-t-elle une identité propre? Et quels sont ses atouts et ses difficultés aujourd'hui? Alors, encore une question qui... c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Oui, parce que on peut parler pendant de longues émissions sur l'architecture tunisienne, parce que c'est pas vraiment parce que je suis tunisien ou bien parce que j'aime beaucoup ce pays, mais l'architecture tunisienne, elle est caractérisée par une richesse, je dirais pas unique, mais vraiment très rare, par un savoir-faire aussi technique très intéressant, qui est en rapport avec les conditions climatiques, en rapport avec nos ressources ici. C'est aussi une architecture ou bien un savoir-faire en construction qui est ouvert sur l'Afrique, mais aussi ouvert sur toute la Méditerranée. Alors, on ne peut pas avoir un meilleur contexte vraiment que le contexte tunisien pour avoir une architecture très ancrée, mais aussi très ouverte. D'accord. Alors, c'est rare, vraiment, c'est rare d'avoir des pays où on sent vraiment un ancrage au sol, mais vraiment une ouverture de 360 degrés et vraiment dans tous les sens vers les autres civilisations, parce que la Tunisie, c'était toujours un terrain d'accueil, mais aussi un terrain d'occupation où chacun a essayé d'injecter ses propres paradigmes et idéologies. Et c'est ce qui fait sa richesse. Hein. Exactement. Et donc, petit à petit, on a su en fait comment mettre les éléments de différentes cultures, de différentes époques ensemble et en faire quelque chose qui se tient. Et c'est ça la créativité. Tout à fait. Donc, vraiment, l'architecture tunisienne, c'est une leçon en créativité, c'est une leçon en ancrage contextuel et en rapport avec les ressources et en rapport avec le climat, et aussi une leçon à comment on peut être aussi éclectique, mais aussi équilibré. Alors, très bien. Alors, pourquoi dit-on que la ville est le berceau de la civilisation? Qu'est-ce qui fait son importance pour l'être humain, pour le Tunisien?
Alors, pour l'être humain, je vais commencer vraiment par l'être humain, parce que je pense aujourd'hui que la dimension humaine, elle prime avant tout. Alors, le berceau, bien sûr que c'est le berceau de la civilisation. En fait, on a au départ commencé à créer des villes pour progresser. L'être humain, il est passé d'un être culturel vers un être de progrès grâce à la ville, parce que c'est dans la ville où les gens se sont rencontrés, où les disciplines aussi, les différentes disciplines se sont créées. Ah, c'est beau ça. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Vraiment, c'est dans la ville, Oui, en fait, qu'on était face à une organisation sociale. Tout à fait. Donc, la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'était possible que grâce à l'idée Oui. qui était venue quelque part dans le temps très ancien, dans un coin du monde, où il y avait un groupe de gens qui se sont rencontrés grâce à leur intelligence collective. Ils se sont décidés à, OK, nous décidons de vivre ensemble, mais comment nous allons vivre ensemble, dans quoi? Et ils ont commencé à créer une cité. Voilà. Et la cité, c'est tout simplement c'est le berceau de cette société. Et quand on dit société et cité, c'est tout simplement progrès. Et jusqu'aujourd'hui, alors, la ville n'a pas changé, en fait, d'être toujours l'image des aspirations des gens, de leurs attentes, mais aussi de l'image de leur temps. Si vous permettez rapidement d'aller vraiment sur ce que c'est la cité. Alors, la cité, comme je dis, c'est toujours l'image de l'aspiration et des attentes des gens. Pendant l'Antiquité, alors, on aspirait la liberté, plusieurs philosophes en parlaient, etc. Donc, la ville, elle était vraiment conçue grâce et autour et avec un axe bien précis, c'est d'avoir un espace libre. Ensuite, petit à petit, il y a la dimension divine qui s'est injectée dans la ville, où il y avait une certaine touche, ou bien une certaine logique divine qu'on injectait dans la ville et dans sa façon de faire, et aussi dans ses objets architecturaux. Ensuite, il y a la question de la ville idéale avec la Renaissance, où on a mis vraiment l'être humain au centre, et on a cherché par plusieurs méthodes, une ville qui est idéale, selon bien sûr la compréhension de la Renaissance. Ensuite, se sont enchaînées la question de l'ordre. Donc, on a commencé à instaurer l'ordre à travers la ville, à travers un système urbain. Oui. Et puis, petit à petit, alors, il y avait beaucoup d'autres idées. L'harmonie, oui. Ensuite, il y avait l'idée de la participation, il y avait l'idée de la création, l'idée de la procréation, l'idée de la négociation. Et aujourd'hui, si on veut parler de la ville, ce qu'elle est aujourd'hui, alors... la ville aujourd'hui... Plusieurs étapes, hein? Oui. En fait, c'est vraiment un cumul. Oui. Je ne dirais pas que c'est un arrêt. C'est toujours, en fait, c'est une construction. Il y a toujours une continuité. Voilà, il y a une continuité, un développement d'idées. Parce que l'être humain, dans sa logique d'être et d'exister, il ne s'arrête pas. D'accord. Toujours, avec le temps, on change d'idée, et dès qu'on a une nouvelle idée, on essaie de la pratiquer et de l'appliquer un peu partout. Donc, il cherche toujours à évoluer, l'être humain. Voilà. Oui. Et dans tout ce que je viens de raconter depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on est dans une ère, comme j'ai dit, vraiment jusqu'à la fin du XXe siècle, on était dans l'ère de négociation, et aujourd'hui, elle s'affirme, cette négociation de l'espace urbain. Donc l'espace urbain, il est régi par de la négociation, et il y a d'autres aussi qui disent que... Et c'est très logique de dire que la question urbaine aujourd'hui, c'est une question de complexité. Et quand on dit complexité, alors vraiment, ça englobe tout ce qu'on vient de dire. Oui. Alors aujourd'hui, la ville, elle doit répondre à toutes les attentes, à toutes les aspirations, parce que c'est une ville qui est basée sur la diversité, qui est basée sur l'ouverture. Et je ne parle pas que du contexte tunisien. Et heureusement qu'en Tunisie, on peut aussi dire que on aspire des villes qui sont diversifiées, qui sont inclusives, qui cherchent à s'ouvrir sur le monde, mais aussi qui cherchent à s'ancrer dans leur contexte local. Donc nos villes en Tunisie ont des problèmes, mais aussi beaucoup de potentiel. Hein. Quelles sont, selon vous, donc, les priorités pour les améliorer ? Alors, il y a vraiment une logique avec laquelle j'opère toujours, que quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un potentiel.
Donc, il n'y a pas vraiment de problème s'il n'y a pas de potentiel. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de potentiel, donc il y a un problème. Alors, les villes... alors, aujourd'hui, bien sûr, et ce n'est pas que caractéristique aux villes tunisiennes. Alors, toutes les villes du monde, même dans les pays les plus développés, oui, les plus riches et tout ce qu'on veut, passent par des temps de crise. Oui. Et c'est vraiment, ces temps de crise, ce sont tout simplement des temps de remise en question. Comme on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait vraiment une évolution. Tout Donc, à fait. si on vit aujourd'hui des crises, des problèmes, ça veut dire que nos vies sont en train d'évoluer. Voilà, d'évoluer, oui. Et aujourd'hui, la ville est question de plusieurs mises en doute, mises en expérimentation, de mise en opération, etc. Et chacun, en fait, essaie de jeter ce qu'il pense dedans, même les citoyens, avec leur propre perception. Et je respecte vraiment, Mahdi, tu n'as pas idée comment je respecte l'action des gens dans le marché ou bien dans la rue qui viennent tout simplement s'installer dans l'espace urbain. C'est une forme d'appropriation dont il avait besoin, et s'il était accepté, ça veut dire que le besoin, il est aussi commun. Et c'est une forme d'urbanité très intéressante qui n'est pas aussi spontanée que ça, qui émane d'un besoin et qui a eu une réponse. À nous, experts ou bien urbanistes ou bien architectes ou bien observateurs ou bien intéressés à la ville, à voir ces phénomènes qui sont des symptômes de cette, ce qu'on appelle de cette évolution urbaine dont les villes tunisiennes sont en train de vivre. D'accord. Alors, y a-t-il, selon vous, donc, des opportunités nouvelles en termes d'innovation, de durabilité, donc d'urbanisme, dont les étudiants devraient être conscients ? Alors, l'étudiant aujourd'hui, je pense que même nous, on a vraiment la chance d'avoir une possibilité d'accéder à l'information d'une façon très facile. Plutôt, la difficulté aujourd'hui, c'est de filtrer. Ce n'est pas d'avoir l'information, mais vraiment d'avoir la bonne information au bon endroit, dans la bonne source. Donc, c'est ce qu'il faut apprendre. Il ne faut plus apprendre à chercher l'information, il faut plutôt commencer à chercher, à trier, à vraiment synthétiser encore une fois. Donc, aujourd'hui, avec cette ouverture d'esprit qu'on commence à avoir pendant les études en architecture ou bien en urbanisme, donc cette curiosité avec laquelle on s'équipe, accompagnée d'une curiosité au niveau de nos recherches, alors c'est vraiment ces deux facteurs ne font que donner des idées innovantes, donner des solutions qui sont innovantes et qui sont en rapport avec nos observations, mais aussi en rapport avec ce qu'on a recherché chez nous ou bien chez les autres. D'accord. Alors, quel conseil donc on peut donner aux étudiants donc en architecture qui nous écoutent en ce moment pour rester motivés face aux difficultés donc du parcours? Je pense que pendant les années des études, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir cette passion, cette persévérance, mais aussi chercher les petits plaisirs. Les petits plaisirs, alors c'est très personnel. En fait, pour avoir de l'énergie, les petits plaisirs chez nous, c'est quand on a fini un exercice et qu'on a eu la reconnaissance. Mais il y a aussi les petits plaisirs qui sont d'ordre personnel, qui sont d'ordre vie sociale. Je recommande surtout ça. Bien sûr que je recommande, comme j'ai dit, un sérieux et une discipline minimale, mais aussi il faut meubler son temps par des activités qui sont para-universitaires, qui sont d'ordre social, où on va chercher un autre petit plaisir, et puis à chacun à chercher où est-ce qu'il est son plaisir. Il y a des clubs, par exemple, à l'école? Ah oui, vraiment ça bouillonne de clubs. Quand, par exemple? Alors, il y a des clubs de radio. D'accord, comme ici. Voilà. Bon, ici il y a des clubs de communication, il y a des clubs de littérature, il y a des clubs vraiment de vidéo, il y a des clubs de photos, il y a des clubs vraiment, il y a d'autres clubs. Et c'est aussi à l'image de l'architecture qui est une discipline qui est ouverte sur tous les métiers de la création aussi, à part les métiers techniques, scientifiques et tout ce qu'on veut. Oui. On est aussi ouvert sur tous les métiers de création. Très bien, donc...
Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin, donc il y aura un autre rendez-vous prochainement, je l'espère, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire hein, sur l'architecture. Ah oui, bah, l'architecture, ou bien la ville, c'est quelque chose qui est difficile à cerner vraiment dans quelques phrases ou bien dans 30 minutes. Donc, c'est aussi un débat qui demande une interaction. C'est sûr. Je suis ravi d'avoir partager avec toi ces 30 minutes. Tout à fait. Très courtes, mais bien sûr, je suis toujours prêt à en reprendre. Très bien. Donc, Monsieur Wajdi Charbib, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir parcours d'architecte, regard croisé sur l'enseignement et la pratique entre défis, passion et perspectives. J'ai eu vraiment le plaisir donc de partager donc vos propos avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui dans Académique, c'était Monsieur Wajdi Charbib, qui est architecte enseignant et chercheur en urbanisme à l'ENO. C'est l'École nationale d'architecture et d'urbanisme. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec Académique. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Nous voulons alerter le public et les autorités sur l'effet de maltraitance